Donc bonsoir à tous, donc je vais clôturer la session. Je pense qu'ils ont eu déjà beaucoup de remerciements, mais c'était justifié parce qu'on se rend compte que chaque année le congrès grandit et que l'organisation à chaque fois est quasi parfaite. Donc je remercie encore une fois le Dr Bacart et le Dr Letard de l'invitation à l'IRBMS et de l'organisation du congrès. Donc moi je vais vous parler de la pathologie tendineuse autour de la prothèse totale de hanche. Donc pourquoi aborder ce sujet ? Donc, tout d'abord, la prothèse de hanche, ça a été qualifié comme étant l'intervention du siècle. Ça concerne de plus en plus des patients jeunes, très actifs, voire sportifs. Et c'est une intervention qui permet aux patients de reprendre leur activité de vie quotidienne, professionnelle et sportive, avec plus de 80% de hanches dites oubliées. Dans le cas contraire, bien entendu, l'intervention est vécue par le patient et par le praticien comme un échec. Et nous avons une tendance à impliquer immédiatement l'intervention et donc l'articulation directement. Il faut savoir que les causes tendineuses sont moins fréquentes, peu connues, mais parfois très invalidantes. Donc l'épidémiologie, 5% des prothèses de hanche douloureuses sont dues à une irritation du tendon du psoas iliaque par la cupule acétabulaire. Le taux varie entre 5 et 35% pour les tendinobursites latérales. Dans la plupart des cas, ça ne mène pas à une reprise de l'implant, puisque seuls 4% des reprises de prothèse totale de hanche sont liées à une cause tendineuse. Il y a deux groupes principaux qui ont été identifiés. Premièrement, l'irritation du psoas iliaque par l'implant acétabulaire. Secondairement, les tendinobursites latérales. Si on fouille réellement dans la littérature, on trouve d'autres pathologies tendineuses ou de conflits, avec notamment des tendinites du droit de la cuisse et des conflits postérieurs qui se manifestent surtout par des parésies, paresthésies du nerf sciatique. Donc un rappel anatomique rapide, le muscle iliopsoas est un muscle qui est à cheval entre le tronc et le membre inférieur. Il est composé par la réunion de deux chefs musculaires, le muscle iliaque, qui va de la crête iliaque interne et de la lèvre iliaque, de la lèvre interne de la crête iliaque et de la fosse iliaque, et le muscle psoas, qui a donc deux faisceaux, un transversaire qui s'insère sur le processus transverse des 4 premières vertèbres lombaires et sur un faisceau corporéal qui s'insère sur les corps vertébraux antérieurs de T12 à L4. Ils vont se réunir en un tendon commun qui va passer sous l'arcade crurale, avoir une proximité, une contiguïté très importante avec la capsule antérieure de la hanche et s'insérer à la face postérieure du petit trochanter. Il y a ensuite les muscles glutéaux, donc je vais surtout décrire les insertions du muscle moyen fessier, moyen glutéal, qui va s'insérer au niveau de la fosse iliaque, au niveau de sa face latérale, entre les lignes glutéales antérieures et postérieures, et à la face latérale du grand trochanter. Je vais surtout insister sur le conflit avec irritation du psoas iliaque. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui va le plus mimer une étiologie intra-articulaire. Donc la clinique, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Donc la topographie douloureuse va être antérieure, située dans le pli inguinal, soit exactement comme une douleur intra-articulaire de hanche. Ça survient à la flexion contrariée de hanche. Donc typiquement, on aura un patient qui va expliquer être gêné lors de la montée des escaliers, lorsqu'il monte dans un véhicule un peu bas ou n'importe quel type de véhicule, lorsqu'il doit enjamber un obstacle ou lorsqu'il accroche son pied. Les signes négatifs, il n'y a pas réellement de limitation du périmètre de marche. On a un patient qui peut marcher toute la distance qu'il veut, du moment qu'il est sur un terrain plat. L'examen clinique, pareil, extrêmement important. On va commencer par examiner la hanche. La cicatrice, est-elle propre, non inflammatoire? Il n'y a pas d'écoulement, pas de fistule. Ensuite, on va examiner la hanche en intra-articulaire avec les tests de Fadir et de Faber. Donc Fadir, flexion, adduction, rotation interne. Faber, flexion, abduction, rotation externe, qui sont des tests surtout spécifiques de la prothèse. On va avoir un testing un peu plus prothétique à la recherche de conflits intra-articulaires, mais qui ne sont pas vraiment l'objet de la présentation du jour. On va essayer d'éliminer une douleur liée à une pathologie des adducteurs, avec, comme vous le voyez, juste à gauche, une adduction contrariée. Si elle déclenche les douleurs, on sera plutôt sur une pathologie des adducteurs. Le testing du psoas, on va lutter contre la flexion de la cuisse sur le tronc. Et si le patient décrit une douleur élective, nous sommes sur plutôt une pathologie du psoas. On finit avec des palpations des différents reliefs osseux. Une fois que nous avons la suspicion clinique, on va déclencher les examens complémentaires orientés. Toute chirurgie prothétique, douleur, entraîne une radiographie, bassin de face, de profil et une hanche de face. On va rechercher en premier lieu une malposition des implants, une fracture
et des signes de décèlement pour les implants les plus anciens. On va ensuite compléter par un scanner de la hanche. Les signes positifs, on va rechercher une malposition des implants. Je vous ai montré spécifiquement avec la petite flèche rouge sur une reconstruction 3D. On voit bien l'implant fémoral qui va venir déborder en antérieur et venir en contact direct avec le tendon du psoas iliaque et donner ainsi une bursite ou une tendinobursite. Et on va enfin rechercher soit des vis intrapelviennes ou des morceaux de ciment. Les signes négatifs restent toujours très importants. Pas de fracture d'implant, pas de signe de décèlement et surtout pas d'abcès. La suspicion clinique devient de plus en plus forte. On n'a pas de cause intra-articulaire. On va avoir donc un test à la fois diagnostique et thérapeutique, à savoir une infiltration extra-articulaire de naropéine et des xylocaïnes au niveau de la bourse du psoas. Le test est positif si la douleur cède aux alentours de 10 minutes après l'injection. On est dans une bourse séreuse, donc le temps que le produit diffuse, ça explique en fait cet intervalle libre avant la sédation des douleurs. Il faut savoir que c'est un test diagnostique mais thérapeutique parce que c'est le traitement principal de ce conflit. Je vous ai donné quelques petits exemples sur lesquels je vais revenir rapidement. Donc vous avez... Ah non, on n'a pas la flèche. Donc vous avez la flèche rouge qui montre par rapport à l'os un débord antérieur de la prothèse sur une prothèse orientée trop vers l'arrière. Sur la diapositive de gauche, on voit les deux parties du muscle psoas iliaque avec une vis au contact qui peut expliquer bien entendu un conflit. Donc les étiologies sont bien entendu un défaut de positionnement de l'implant, un implant surdimensionné qui va bien entendu venir irriter en débordant en antérieur le psoas iliaque, mais aussi des débris de vis ou de ciment, et bien entendu d'autres pathologies qui sont plutôt les cols fémoraux trop longs, mais ça, pareil, on n'est pas dans le propos du jour, ça rentre dans les malpositions, cette fois-ci fémorales. Une fois qu'on a identifié le problème, il est extra-articulaire, c'est un conflit du psoas avec la cupule acétabulaire. Quelle est la prise en charge? Elle est avant tout médicale. Alors, ça, c'est un peu une habitude personnelle. Moi, j'évite de préconiser tout travail de renforcement du psoas iliaque en post-opératoire pour la rééducation. Travail de fente éventuellement, mais pas de travail de renforcement spécifique. Si on identifie la pathologie, repos, AINS. Si au bout de quelques semaines, il n'y a toujours pas de soulagement, l'infiltration scanoguidée, c'est quand même efficace dans 90% des cas, mais il y a 50% de récidive. Le traitement médical n'a pas marché, on part sur la prise en charge chirurgicale. Première indication, l'éténotomie, c'est-à-dire qu'on ne va pas traiter réellement la cause, on va traiter la zone irritée, le psoas. Ça se réserve bien entendu à des patients qui n'ont pas de problème anatomique évident, donc pas de malposition des implants. Ça se réalise au niveau de l'insertion distale du psoas iliaque. Le geste peut être à ciel ouvert, mais il devient maintenant de plus en plus arthroscopique. Conséquence, malgré tout, on est sur une ténotomie, il peut y avoir des dégénérescences graisseuses du tendon, et ça entraîne une perte de force de flexion qui est immédiate, qui récupère en moyenne en 6 mois. Alors, au niveau de la littérature, j'ai laissé de la biblio à la fin du diapo, mais globalement, la récupération de la force, parfois, n'est pas complète. Les résultats sont très différents selon les séries. Donc, la ténotomie du psoas sous arthroscopie, donc, vous voyez juste ici l'arthroscope et une petite sonde d'électrocoagulation pour venir tout autour du petit trochanter libérer l'insertion distale du tendon du psoas. Et donc ça, c'est une image arthroscopique. Vous voyez la cupule acétabulaire, l'implant qui est débordant, et juste ici le tendon du psoas iliaque avec la sonde qui vient progressivement le libérer. Il y a une technique lilloise qui a été développée il y a de ça 5 ans et que nous avions publiée à l'époque dans OTSR. L'indication est semblable en fait aux ténotomies. C'est-à-dire que ça se propose sur des patients qui n'ont pas de malposition évidente d'implant. Ça permet d'éviter la ténotomie, donc potentiellement la perte de flexion. C'est encore assez récent comme technique, avec des cohortes assez faibles, difficile de la préconiser en première intention, car c'est encore en... Comment dire, c'est pas en essai, mais c'est pas encore une technique, on ne peut pas considérer ça comme un gold standard. On voit bien sur le cliché de gauche la contiguïté de la capsule articulaire avec le psoas iliaque et aussi le droit de la cuisse. Vous avez juste ici une plaque de Vicryl, comme utilisée dans les hernies inguinales, qui va venir se poser en interposition entre la capsule et les structures tendineuses péricapsulaires. Dernière prise en charge, cette fois-ci, il y a une vraie malposition d'implant. On ne peut pas faire une ténotomie, car on sait que quoi qu'il arrive, il y aura une récidive de zone de conflit. Dans ce cas-là, changement d'implant, changement prothétique. L'efficacité est quasi immédiate sur la douleur. Par contre,
on augmente les risques liés à l'intervention car on est sur une reprise prothétique avec des risques d'hématome, infection, phlébite, luxation et paralysie sciatique. Un exemple de cas, vous aviez ici une cupule qui était plutôt mal positionnée avec un débord antérieur de l'anneau de Muller. Les vis n'étaient pas intrapelviennes et par contre il y avait des débris de ciment un petit peu partout, notamment en intrapelvien. Le test d'infiltration extra-articulaire scanoguidée était efficace à 100%. Le patient a récidivé ses douleurs à 2 mois. Et donc une reprise prothétique de l'implant fémoral et acétabulaire avec un implant un petit peu plus creusé, sous-dimensionné, qui a permis en fait de désescalader les implants initialement posés et de faire céder les douleurs. Alors cette fois-ci, ça n'a pas été immédiat, ça a été au bout de 3 mois. Il n'y a pas eu de complications particulières. On part maintenant sur le dernier versant, le syndrome douloureux latéral. Cette fois-ci, les douleurs ne sont pas inguinales mais latérales. On arrive plus facilement à faire la différence entre ces douleurs et des douleurs intra-articulaires pures. 3 étiologies, la bursite, la tendinite et la hanche à ressaut. Souvent, ce sont des pathologies, ça apparaît assez rapidement après l'opération. L'examen clinique, là, encore une fois, primordial. Premier examen, la marche. On examine le patient, on le regarde marcher. 2 types de boiterie, la boiterie d'esquive, le patient raccourcit le pas car il a mal à l'appui. Boiterie de type Tredelenburg, qui est beaucoup plus d'étiologie tendineuse, le patient va compenser le déficit tendineux en rattrapant la bascule du bassin avec des mouvements d'épaule. Certains patients, si vous les examinez bien, ils vont avoir le pied en rotation interne, ce qui est souvent lié à un excès de latéralisation de la prothèse. On va ensuite palper la roge anthroquantérique qui sera douloureuse, entraîner des douleurs à l'abduction contrariée de la hanche, et bien entendu, lors des mouvements de flexion-extension de la hanche, on va essayer de rechercher un ressaut du fascia lata. Les examens complémentaires, IRM, excellent examen pour explorer les tendons. Petit souci, il y a quand même pas mal d'artefacts métalliques qui sont liés au matériel prothétique. Examen encore plus simple, l'échographie. Elle va rechercher la bursite, une petite lame d'épanchement et des lésions tendineuses. Prise en charge. Encore une fois, on est sur du non chirurgical. Leur première intention reste un traitement rééducatif. Je vais en parler un tout petit peu après sur notamment le sujet des ondes de choc. En cas d'échec, infiltration de la bourse trochantérienne. 2 possibilités, bursite prépondérante anti-inflammatoire. Quand on est sur du tendineux, on peut plutôt partir sur du PRP éventuellement. Si le traitement médical est rééducatif et infiltratif est inefficace à 6 mois, on part sur une prise en charge chirurgicale. Dans la plupart du temps, c'est une prise en charge arthroscopique avec la réalisation d'une bursectomie. Donc on vient libérer sous arthroscopie tous les tissus inflammatoires afin de soulager les douleurs du patient. Alors je reviens juste sur le sujet épineux donc des ondes de choc, parce que d'expérience, on a c'est quand même une grande part de la prise en charge de ces tendinobursites. Et plusieurs fois, les patients reviennent en disant écoutez, on n'a pas fait d'onde de choc car il y a une crainte de décèlement de l'implant mis en place. Donc j'ai fait un petit peu de bibliographie, j'ai trouvé plusieurs articles et un qui était très intéressant, c'était un article de Journal of Arthroplasty en 92 où les équipes ont essayé, pour extraire plus facilement les prothèses, de mettre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant les interventions, des ondes de choc, comme pour les lithotripsie extracorporelle, donc pour détruire les caillots au niveau des reins, afin, lors de la reprise, de pouvoir déceler l'implant et de le reprendre facilement. Globalement, cette étude a été un échec complet avec des patients qui avaient des implants tout aussi bien scellés. Donc, à mon sens, alors, voilà, on reste sur quand même quelques études, mais il n'y a pas de contre-indication, et donc ça doit encore garder sa place dans l'arsenal thérapeutique, dans la prise en charge de la tendinobursite. En conclusion, les causes de douleur sur prothèse de hanche sont multiples. C'est systématiquement vu comme un échec de l'intervention par le praticien et le patient. Il faut penser aux causes extra-articulaires car elles sont peu chirurgicales, elles répondent très bien au traitement médical et infiltratif. Et ce qui est important dans ce cas clinique-là, c'est examiner le patient, examiner le malade. C'est ce qui permet vraiment d'éviter les erreurs et donc des traitements agressifs à l'excès. J'ai mis un petit peu de bibliographie pour étayer la présentation. Et bien entendu, je vous remercie de votre attention.